Printemps du livre Grenoble 2024. Les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs et auditrices, merci d'être en ce début d'après-midi avec nous pour cette émission en direct et en public de la librairie des étudiants sur Radio Campus Grenoble 90.8. J'ai le grand plaisir de vous proposer aujourd'hui cette émission en direct et donc en public à l'OSUG, l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble sur le campus universitaire. J'aimerais vous poser cette question. En regardant l'univers, sommes-nous capables de comprendre la vie qui nous entoure ? Nous partons aujourd'hui dans des paysages lointains, en quête même d'un absolu, en quête des étoiles. Je vous propose d'ouvrir la bande dessinée Au pied des étoiles, qui est parue aux éditions Futuropolis le 6 mars 2024. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de 4 invités. Emmanuel Lepage, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur, scénariste et coloriste pour la bande dessinée et un des 2 auteurs d'Au pied des étoiles. Par ailleurs, vous avez fait publier la bande dessinée Un printemps à Tchernobyl ou encore Le voyage aux îles de la désolation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Mon second invité est aussi dessinateur. C'est avec lui qu'Emmanuel Lepage co-signe cette bande dessinée. Bonjour Edmond Baudouin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le père des bandes dessinées Humain, la Roya est un fleuve et Inuit. Bienvenue à vous. Bonjour. À l'origine de cette bande dessinée, il y a un voyage exceptionnel à l'autre bout du monde d'un professeur passionné qui décide de partir avec quelques-uns de ses élèves pour leur partager sa passion. Bonjour José Olivares. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes enseignant de physique-chimie au lycée Vaucanson et aussi un des personnages de cette bande dessinée. Mon dernier invité, lui, n'est pas un personnage de bande dessinée, bien qu'il pourrait l'être. Pour parler de l'univers et de la didactique des recherches scientifiques, il sera un peu notre étoile du Nord. Bonjour, Antoine Alaguero. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'UGA en préparation de thèse à l'IPAG, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Merci à tous les 4 d'être avec nous aujourd'hui à ces micros de la librairie des étudiants. Au pied des étoiles, c'est avant tout l'histoire d'une vie et d'une transmission humaine et de connaissances. Il faut que je vous le dise tout de suite. Regarder les étoiles, c'est regarder l'histoire de l'univers. En lisant cette bande dessinée, nous lisons des histoires de vie. Cette bande dessinée s'ouvre sur un projet qui a un petit plus. Le projet est né de José Olivares, le projet fou d'emmener des élèves voir le plus grand télescope du monde au Chili. Je vous ai parlé d'un petit plus. Cette spécialité de José, d'après ses proches, c'est de voir les choses en très très grand. Il va donc proposer à 2 dessinateurs, Edmond Baudouin et Emmanuel Lepage, de venir avec lui et ses élèves pour illustrer ce très grand voyage. Ce voyage nous emmène donc au col d'Ormont, au pic de Bure, avec vos élèves, José, et avec pour but ultime de les emmener à Atacama, à la porte du ciel. Qu'est-ce qui a été l'initiative de cette envie de voyage jusqu'au Chili ? Je pense que tout d'abord, c'était l'envie de partager des choses avec des élèves de façon peut-être un peu différente. Et puis surtout, d'explorer le lien qui est très étroit entre Grenoble et le Chili. Et avec comme support une matière que j'affectionne particulièrement, le domaine des sciences. Et il y a tellement de richesse dans ces échanges-là entre cette ville et ces continents, que j'avais envie de montrer aux élèves justement comment on fait des choses totalement extraordinaires, quoi. Alors je me tourne maintenant vers nos 2 dessinateurs. Comment se partage-t-on les dessins lors d'une conception d'une bande dessinée comme celle-ci ? Au départ, on ne se pose pas trop la question. On sait qu'on va ensemble. On sait même pas les pages qu'on va faire. Il n'était même pas question tout à fait d'un livre. Dans un premier temps, on sait qu'on va marcher ensemble, qu'on va dessiner ensemble, et puis petit à petit, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui monte par lui-même, et à ce moment-là, eh bien, on en parle beaucoup, on marche beaucoup, on échange, et les pages, le désir de se rencontrer, on n'a pas le même âge, on ne fait pas les mêmes travaux dans la bande dessinée, nous sommes dans des univers différents et tout cela est tellement important, tellement nous donne tellement de vibrations dans la tête et on a envie de le mettre dans un livre. Et pour vous, Emmanuel Lepage ? Ouais, comme le dit Edmond, en fait, ce sont souvent des échanges, des discussions. Petit à petit, il y a des idées de pages. En fait, je sais que pour Edmond, toi, tu fais les pages en direct. Moi, j'essaye de trouver en fait
des transitions, tenter d'expliquer le voyage de façon à peu près linéaire, parce que c'est un petit peu compliqué parce que ça peut sembler assez foutraque. Mais voilà, je pense que j'ai le souci de faire récit. Et donc au cours de ce premier voyage, on avait à la fin une trame d'histoire, on savait où on allait, en tout cas, à la fin de ce voyage ensemble. Cette histoire va donc nous emmener au bout du monde. Cette histoire est aussi un récit historico-politique. Nous sommes emmenés au Chili, dans un pays qui est en plein doute politique et démocratique. Lorsque vous partez au Chili en avril 2020, le pays prépare un vote pour une nouvelle constitution, pour préparer un futur meilleur. En quoi était-ce aussi important de raconter aux lecteurs aussi cette histoire du Chili ? Donc, comme vous le savez, il y a eu au Chili un coup d'État en 1973. Le général Pinochet, qui a été au pouvoir jusqu'en 1990, lui a installé une constitution à sa main et qui verrouillait d'une certaine manière toute possibilité d'évoluer par la suite. C'est un pays extrêmement inégalitaire. Et ça a été, pendant la période Pinochet, le laboratoire du néolibéralisme. Et il y a eu des grands heurts en 2019. Et il y a eu, grâce à tous cette révolte, en fait, de la jeunesse, la proposition du président en place de créer une assemblée constituante pour écrire une nouvelle constitution. Donc cette constitution était en cours d'écriture lorsque nous y sommes allés. Et lors des élections présidentielles, il y avait un candidat d'extrême droite et un jeune candidat plutôt de gauche qui, lui, s'engageait à promouvoir et à porter cette nouvelle constitution. Donc il a fait naître un espoir inouï, énorme. Et nous avons été là au moment de l'élection de ce jeune président, Gabriel Boric. Ce voyage est aussi la source de réparation pour vous, Emmanuel, et aussi pour vous, José. Emmanuel, vous nous révélez, dès le début de cette bande dessinée, que vous êtes atteint d'un cancer, que vous allez vaincre. Et José, vous revenez auprès des vôtres, avec le souvenir de tout ce qui a pu se passer pour votre famille. Elle a dû fuir le Chili en 1973, lorsque le président Salvador Allende a été renversé par un coup d'État. Est-ce que pour vous deux, ce voyage a-t-il aussi été un moyen de penser certaines de vos blessures ? Je ne sais pas si on peut parler de blessures. Moi, je suis né là-bas. Je suis arrivé donc très jeune en France et à Grenoble, où on était accueillis. Donc, mon père était un militant de gauche. Et c'est quelque chose qui... Vous voyez, quand vous vivez en France, et vous êtes 4, enfin 3, on était 3 au départ, parce qu'il n'y avait pas ma sœur encore, et que tout le reste de la famille est au Chili, vous comprenez qu'il y a un truc un peu particulier. Puis quand vous faites toutes les manifs, que vous voyez les chanteurs qui viennent à la maison, que vous faites des tracts, qu'il y a des réunions, tout ça, et qu'il y a plein de gens qui vous portent et qui vous aident, et qui sont avec vous de façon solidaire, vous comprenez que vous avez vécu quelque chose d'un peu particulier, en tout cas que vos parents ont vécu quelque chose de particulier. Néanmoins, la relation avec la famille, qui est restée là-bas, est toujours complexe. Donc les histoires politiques, on n'en parle pas trop. C'est des choses tacites, afin de conserver les liens familiaux, on va dire. Et au départ de ce projet, il n'était pas question forcément, en tout cas de mon point de vue, d'aborder la thématique politique. J'y allais parce que, bon, je parlais espagnol, il y a des moyens, il y a des télescopes. Je me suis un peu menti à moi-même en pensant que j'allais faire fi de tout ce côté un peu historique. Et puis finalement, on a plongé et tout le monde s'est un peu livré dedans. Et donc, il fallait bien que j'apporte aussi un peu ma contribution. Et surtout, on allait vivre un événement assez extraordinaire, cette nouvelle élection. Et donc, ça faisait force. Et alors pour finir, mon père a été enseignant ici, à l'UGA, prof de biologie. Donc, vous voyez qu'il y a... Et ma mère aussi, d'ailleurs, ici. Donc, vous voyez qu'il y a tout un mixte qui s'est mis dans la balance. Marcher sur les traces donc, de votre famille. Peut-être je marche sur les traces, j'essaye. Et pour vous, Emmanuel, est-ce que ça aussi était un moyen de penser vos blessures ?
je ne sais pas si j'utiliserais le terme penser mes blessures, je ne pense pas. Mais certainement que ce voyage a été un chemin de rémission, certainement, puisque la première épreuve physique que j'ai faite après la maladie a été de faire l'ascension du pic de Bure, donc avec José et Edmond, dans le cadre de ce projet-là, puisque cette ascension a été le moyen en fait, de nous rencontrer, aussi avec les étudiants. Et voilà, ça a été la première épreuve. Et ce voyage au Chili a certainement été un moyen peut-être pas de me reconstruire, mais enfin de me construire différemment, certainement. Donc tout ça, bien sûr, on va le retrouver dans cette grande bande dessinée. Je vais me tourner vers Antoine maintenant. Antoine, vous êtes aussi créateur de planches de bande dessinée pour vos projets. En quoi ce support est-il plus propice à la transmission qu'un autre support ? Alors déjà, c'est une envergure plus petite que la bande dessinée d'Emmanuel et Edmond. C'est 4 planches d'une dizaine de vignettes chacune pour faire de la vulgarisation scientifique. Moi, je trouve que la BD, ça apporte une histoire et pas n'importe laquelle, parce qu'on décide de cette histoire, on décide de l'amener au lecteur et d'amener la science au lecteur par le moyen dont on a décidé. Et cette histoire, elle est imagée, donc le lecteur peut un petit peu imaginer la science à sa manière. Je trouve que c'est un des points forts de la BD dans la science. Donc, cette bande dessinée va nous amener donc, au plus près, effectivement, du pied des étoiles. J'aimerais que l'on prenne quand même quelques instants pour qu'on explique à celles et ceux qui nous écoutent, même si je pense que dans le public, certains le savent, comment se fait l'imagerie des étoiles. Car dans cette bande dessinée, on nous parle d'un grand entonnoir pour pouvoir récupérer l'image de ce qui nous entoure dans l'espace. Est-ce que vous pouvez nous définir tout cela, Antoine ? Alors oui, généralement on va pas imager directement les étoiles, en tout cas pas avec le télescope tel qu'on l'entend au sens classique du terme, donc c'est-à-dire un miroir qui reflète la lumière et qui la collecte. Généralement on va plutôt s'intéresser à ce qu'il y a dans l'environnement de l'étoile, donc que ce soit des planètes, que ce soit de la poussière ou du gaz. Et c'est plutôt ce matériel-là qui va nous intéresser quand on fait des images. Et donc au Chili, sur le mont Paranal, il y a le Very Large Telescope qui est constitué de 4 télescopes de 8 mètres chacun, et donc qui vont venir collecter la lumière et puis faire une image de l'environnement des étoiles. On dit que regarder les étoiles, c'est regarder le passé. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Alors, regarder les étoiles, c'est regarder le passé, effectivement, parce que la lumière ne se déplace pas instantanément, elle se déplace à une vitesse donnée, et donc le temps qu'elle nous parvienne, ce temps-là est fini. Et donc, quand une particule de lumière nous parvient, on la voit telle qu'elle était il y a X années quand elle a été émise. Donc oui, regarder les étoiles qui nous entourent, c'est aussi regarder le passé. Si vous regardez les étoiles du ciel aux alentours, vous n'allez pas regarder longtemps dans le passé parce qu'elles sont assez proches. Par contre, si vous commencez à regarder des galaxies très lointaines, vous pouvez remonter aux origines de l'univers. Ouais. Peut-être évidemment à ce Big Bang ou le Big Crunch dont il est aussi question dans cette bande dessinée. Oui, alors le Big Crunch, ça va être plutôt vers un scénario pour la fin de l'univers, mais le Big Bang, oui, en regardant des galaxies lointaines qui sont donc très très vieilles et qui datent des premiers instants de l'univers, on s'approche de ce moment du commencement du Big Bang. Dans ce voyage au Chili, nos compères passent aussi par l'ESO, l'Observatoire astronomique austral, dans lequel on nous parle des imageries de l'univers avec une optique spécifique pour ces images. Qu'est-ce que c'est l'optique adaptative ? L'optique adaptative. On prend une image, on l'utilise, je crois, dans la bande dessinée, vous pourrez la lire sous cette forme-là. Il faut imaginer que la lumière qui vous provient en dehors de l'atmosphère, lorsqu'elle arrive sur Terre, va traverser l'atmosphère, elle peut être troublée, puisque l'atmosphère bouge et donc la densité varie, un peu comme... Et donc cette lumière, elle vient flouter l'image de l'objet qu'on veut observer. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va au-delà de l'atmosphère pour ne pas avoir d'image floutée, donc on envoie des satellites. Soit si on est sur Terre,
On essaye d'aller le plus haut possible pour avoir le moins d'atmosphère possible. On trouve un endroit sec où il y a moins d'humidité. Et alors ensuite, on va essayer de vaincre ce floutage. Vous voyez, c'est comme si vous regardiez une image qui se reflète, un bateau qui se reflète dans l'eau. Quand l'eau est agitée, on ne voit pas tout à fait le bateau, on le voit un peu déformé. Donc l'idée, c'est de revenir à une image plane. Donc on va fabriquer une étoile fictive dont on connaît la forme et dont on va après, on va l'avoir déformée, on va le corriger. Et cette correction, on va l'apporter aux étoiles qui sont dans ce même axe. Et ça permet de récupérer une belle et une bien meilleure image. Quand on est enseignant, jeune étudiant ou même dessinateur, qu'est-ce qui fait que l'on regarde l'univers? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit tiens, on va lever les yeux et regarder ce qu'il y a même au-delà des nuages? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on cherche? La vie ou quelque chose d'autre? Moi, quand je regarde les étoiles, je cherche juste à être là, à faire quelque chose avec mon intériorité. Je regarde l'immensité pour arriver juste à mon nombril. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait mon nombril, mais je suis niçois, je disais hier à mes amis. Je voyais souvent les vieux regarder l'horizon de la mer. Quand j'étais enfant, je me demandais pourquoi ils regardaient l'horizon de la mer. Pourquoi ils restaient aussi longtemps devant. Et maintenant, je suis vieux et je sais aussi. Eh bien, c'est vrai que notre œil ne va pas jusqu'à l'horizon. C'est plutôt l'horizon qui vient scientifiquement à notre œil. Mais je me fous de la science. Non pas en réalité, mais à ce moment-là, hein, dans cet instant, mon œil va à l'horizon. Et eh bien, à l'horizon, il bascule. Eh bien, il fait le tour de la planète et il vient dans ma nuque. Mon regard vient dans ma nuque. Je me regarde. Eh bien, quand je regarde les étoiles, c'est un peu la même chose. Je suis allongé sur le sol, je suis dans l'herbe, là, si je peux les voir. Et simplement, ça va au-delà de l'horizon de la mer, ça fait le tour de l'univers et ça revient dans ma nuque. Mais en vérité, toujours, j'essaye de comprendre ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Donc les étoiles, je ne sais pas si c'est le passé ou l'avenir, mais pour moi, c'est les êtres humains qui m'intéressent. Et les étoiles, c'est juste un rapport à l'immensité et comment, dans cette immensité, je me sens petit. Et je peux être avec cette petitesse dans cette immensité. Et pour vous, José, qu'est-ce qui fait qu'un jour on lève les yeux vers les étoiles? Je pense que c'est tout d'abord un paysage magnifique à explorer, à regarder, à essayer de à deviner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Moi, c'est des préoccupations peut-être plus scientifiques. Tiens, d'où ça vient? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Et puis, comme dit Edmond, il y a des choses qui vous nourrissent. Moi, j'ai la chance finalement de connaître deux ciels, enfin deux paysages d'étoiles différents. Quand vous allez l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, c'est pas le même. Et ça bouscule malgré tout un peu vos repères. Vous avez été habitué à un certain nombre de choses, et là, tout d'un coup, vous prenez vraiment conscience d'une part que la Terre est ronde. Ça, c'est certain. Et ça ouvre encore des possibilités, justement. Vous voyez ce côté où tout le monde n'a pas les mêmes références, et néanmoins, on a quelque chose de commun. Et ça amène la discussion. Et très étrangement, parfois, les gens disent « Ah, mais oui, effectivement, c'est vrai, on ne peut pas voir l'étoile polaire dans l'hémisphère sud, j'y avais pas pensé. » Et de ce côté-là de la table, auprès d'Antoine et Emmanuel, qu'est-ce qui fait qu'un jour on lève les yeux vers les étoiles? Déjà, pour les contempler, premièrement, je dirais, parce que c'est assez naturel de lever la tête vers le ciel. Et puis ensuite, moi je trouve que c'est pour trouver des réponses. D'abord par rapport à soi-même, c'est très naturel de lever la tête et puis de réfléchir sur le sens de la vie, soi-même, un petit peu avoir cette réflexion intérieure. Et ensuite, pour chercher des réponses au sens plus large, comme tu disais tout à l'heure,
qu'est-ce que la vie, comment elle est apparue. On se demande un peu ce qui se passe autour de chacune des étoiles qu'on voit finalement. Donc cette quête de réponse mène aussi à l'imagination, je trouve. Et pour vous, Emmanuel ? Ben, on y répond un petit peu dans la bande dessinée, parce que je pense que c'est pas seulement les étoiles, celles qu'on regarde, c'est aussi beaucoup plus métaphorique dans ce livre. En épigraphe de la bande dessinée, on écrit il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Je pense que cette phrase résume assez ce qu'on a essayé d'y mettre. Bien sûr, on parle des étoiles, mais c'est un prétexte à parler de bien d'autres choses. Ce que disait Edmond sur l'homme qui regarde sa nuque en regardant l'horizon, je crois que de voir les étoiles, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est peut-être pas plus qu'une étoile, tout petit dans l'univers, mais on n'est pas moins non plus. Et je crois que ce livre, c'est une histoire d'étoiles, mais aussi de rencontres et de vie. En tout cas, ces étoiles, elles nous posent quand même des questions, même littéraires. J'en viens au dilemme que se pose José quand un certain poète, Pablo Neruda, l'immense poète chilien et prix Nobel de littérature, un des passages, qui est même tourné très en humour de cette bande dessinée, s'arrête sur un des poèmes de Neruda. À ce moment précis, José, vous vous interrogez sur la traduction d'un poème. Mais j'aimerais quand même donc vous poser cette question à tous les quatre. Les étoiles, pour vous, est-ce qu'elles tremblent ou est-ce qu'elles scintillent ? Je vais vous laisser répondre en premier. Est-ce qu'on aura deux visions entre les scientifiques et les dessinateurs ? Ou est-ce qu'elles vont se rejoindre ? Est-ce qu'elles scintillent ou est-ce qu'elles tremblent, les étoiles ? Moi, je crois qu'elles scintillent. Mais après, c'est peut-être plus facile, en fait, en dessin, de représenter des étoiles qui scintillent que des étoiles qui tremblent, en fait. Mais on a essayé de les représenter sous plein de façons différentes, sur un dessin qui ne bouge pas. Alors, comment donner l'illusion de ce mouvement, de ce tremblement, de ce scintillement ? On y a essayé dans plein de tentatives, mais je pense que c'est... Moi, je dirais peut-être qu'elle vibre comme la vie, plutôt. Moi, je pense que scintille ou tremble, ce sont de pauvres mots à nous, occidentaux ou français, mais que peut-être il y a des langues où on arriverait à le dire mieux, mais je ne les connais pas. Et pour nos amis les scientifiques, Antoine ? Alors moi, j'ai pas un vocabulaire très élargi, mais je pense plutôt qu'elle scintille, à la fois du côté scientifique. Enfin, du côté scientifique, c'est simplement une question de point de vue et d'atmosphère, le scintillement des étoiles. Hein, si l'atmosphère est turbulente, elles vont scintiller ou trembler plus fort, peu importe le terme qu'on emploie. Par contre, du côté interprétatif, je préférerais dire qu'elle scintille, ça reste plus positif. Oui. Emmanuel. Oui, on pourrait convoquer Rimbaud qui dit que les étoiles froufroutent. Voilà. Alors José, est-ce que vous avez enfin une réponse peut-être ? Mais j'ai une réponse. La réponse, elle est devant vous. Vous voyez, c'est un dilemme perpétuel qui était déjà à l'époque. Les feuilles, là, qu'est-ce qu'elles font là ? Est-ce qu'elles tremblent ou est-ce qu'elles scintillent ? En tout cas, ce qui est rigolo vraiment, c'est que au-delà de est-ce qu'elle tremble ou elle scintille, parce que finalement on en parle beaucoup de cette histoire. Moi, mes parents vraiment, à l'école, ils apprenaient, elles titillent, elles scintillent. Ce qui a un côté, c'est un joli mot, le mot scintiller. Je trouve que c'est un beau mot. Ouais. Ils ont passé toute la nuit là-dessus. Attention. Hein. Alors on peut y aller. Hein. Mais il suffit d'une demi-barre, d'une toute petite demi-barre. Alors en français, on voit Alors j'explique. En français, on voit bien, il y a une grosse différence. Scintiller, trembler, il n'y a pas de lien. En espagnol, c'est titillan ou tiritan. Et la seule différence, c'est entre le R et le T. C'est-à-dire une toute petite demi-barre avec une qui a un côté poétique. Elles ont froid, elles sont toutes seules. Il y a une petite peine d'amour là derrière quand même. Hein. Donc voilà, quand votre amour part, le cœur des étoiles, elles tremblent ou elles ont froid. Okay. Ils ont passé une nuit là-dessus. Bon, peut-être que si de là-haut l'étoile de Neruda pourrait nous envoyer un signe, ça serait sympathique. Neruda vous guide aussi, Edmond, avec les poèmes La mer et Se taire que vous associez librement dans les pages de cette bande dessinée.
Avant de vous poser la prochaine question, j'aimerais qu'on entende. Que moi je puisse le réciter. On a trouvé de quoi faire. Ah. Del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola sola o ser profundo, o solo ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético circulo en la universidad del oleaje. Edmond, vous avez associé 2 poèmes, donc comme je le disais, La mer qu'on vient d'entendre en espagnol et Se taire. La littérature est-elle aussi source de réconfort pour vous? En tout cas, c'est ces poèmes-là qui ont fait que j'ai pu continuer à dessiner. Parce que quand j'avais arrêté mon métier de comptable, chef comptable, enfin chef je sais pas quoi, je me suis mis devant une table que j'avais achetée pour aller dans mon rêve de gosse dessiner. Et puis au bout d'un certain temps, j'étais perdu parce que rien ne venait en moi. Et je me suis imposé d'illustrer les poèmes de Neruda, entre autres, Neruda et Rimbaud. Et c'est ces deux-là qui ont mis la pompe en marche. Et donc je le dois beaucoup à Neruda, en dehors de ce qu'il dit, de l'humanité qu'il y a dans les poèmes. Hein. Je ne parle pas là de la force humaine de l'un et de l'autre. Hein. Ils ne cherchent pas les mêmes choses exactement, mais de leur humanité. Mais en dehors de cela, c'est cet imaginaire, cette immensité avec la terre et le ciel, qui ont fait que j'ai pu moi-même continuer ou rêver de devenir auteur. J'aimerais qu'on s'arrête un instant parce qu'il y a de très belles planches tout au long de cette bande dessinée. J'ai numéroté quelques pages, je ne vais pas toutes les dire parce que sinon on va être perdu. J'aimerais qu'on se penche quand même au moins sur un seul dessin, en particulier, que je vais vous présenter également au public, que vous pouvez retrouver à la page 158, donc c'est ce dessin-là. Et je vais me tourner vers nos amis les dessinateurs. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette planche-là? Eh bien, c'est Emmanuel qui m'a dit « Cette page, c'est toi qui vas la faire ». Mais il avait envie que moi, je me pose la question. C'est le père d'Emmanuel, il quitte le Chili. De José, oui, excuse-moi, mais ça passe là. Je regarde Emmanuel et les pages précédentes, c'est Emmanuel qui les a fait. Hein. Et donc là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait le père quand, enfin, sortant de l'ambassade de France, il est amené à un avion et cet avion va l'amener en France. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui sort de prison, qui sort d'une ambassade, qui sort de son pays et qui va vers, effectivement, les étoiles aussi, puisque c'était un scientifique aussi, et que les étoiles lui importaient dans sa recherche. Donc, comment dessiner cela? Comment dessiner cet ensemble sortant d'une espèce de cachot pour aller vers au-delà? Là, c'est un jeu du dessinateur avec de la poésie, j'espère. Avec cette bande dessinée, José, on comprend que vous êtes animé par la transmission des savoirs, notamment les savoirs de l'espace et de l'univers, les savoirs scientifiques. Est-ce que finalement, ce voyage était aussi une quête d'un certain bonheur, en plus du didactisme scientifique et historique? Je crois qu'on ne transmet bien que ce qu'on aime profondément, au-delà du contenu. C'est-à-dire que moi j'ai toujours perçu le goût pour des thématiques. Je me dis, si ce type-là il est fasciné par ces thématiques, franchement ça doit être intéressant quand même. Et ça je pense que ça n'a rien à voir avec le contenu, parce qu'on peut trouver dans tout un univers fascinant. Et moi ce qui me plaît justement, c'est de pouvoir montrer aux jeunes que l'univers est vaste, qu'on peut faire plein de choses différemment, qu'il faut s'ouvrir l'esprit, qu'il faut faire attention parce qu'on fait partie d'une communauté, il y a des responsabilités. Moi, j'ai des étudiants qui vont bientôt devenir adultes, voire ils sont adultes. Et ils ont mais sans forcément donner de morale. Le but, il n'est pas là, il est de montrer, il y a plein de choses à faire.
Et c'est quand même sympa quand c'est dans un film, dans une bande dessinée, avec des gens fabuleux comme ça, c'est sûr que c'est super. Oui, parce qu'il faut aussi préciser qu'un film a été tourné durant ces voyages. Oui, voilà, il y a un film qui a été réalisé par Loïc Suchet, un documentaire, qui s'appelle Sous nos pieds les étoiles et qui raconte une partie du projet et la deuxième partie, celle où on est parti au Chili, puisqu'il nous a accompagnés avec Emmanuel et 3 jeunes lycéens du lycée Vaucanson, et qui retrace un peu toute cette genèse et cette histoire. Pour terminer notre entretien, je souhaiterais vous entendre, José, sur un très beau texte qui se trouve à la toute fin de cette bande dessinée. Est-ce que vous voulez bien le lire? Oui, oui, avec plaisir. Et surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs. Il faut qu'ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre, fait de 1000 œuvres à accomplir ensemble avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi, que cela les désespère. Ariane Mouchkine, Les vœux d'épopée, 31 décembre 2013. Merci infiniment, José, pour cette belle lecture. Je tiens aussi à préciser que le film réalisé donc, durant ce grand voyage est à retrouver en scannant le QR code qui se trouve à la toute fin de cette bande dessinée. Merci Edmond Baudouin et Emmanuel Lepage. Merci. Je rappelle que vous êtes les deux pères de cette bande dessinée nommée Au pied des étoiles que l'on retrouve aux éditions Futuropolis depuis mars 2024 dans nos librairies indépendantes. Merci d'avoir été avec nous, José Olivares. Je vous en prie. Vous êtes enseignant au lycée Vaucanson de Grenoble et un de ces protagonistes de cette très belle bande dessinée. Merci de nous partager cet ouvrage, votre histoire et votre passion. Merci à vous aussi, Antoine Aleguero. Merci à vous. Vous êtes étudiant à l'UGA en préparation de thèse à l'IPAG, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Vos planches de bande dessinée sont toujours à retrouver ici, à Lausugue. La librairie des étudiants est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Également, merci au public d'avoir été là. Et cette bande dessinée est donc à retrouver en librairie le plus rapidement possible. Merci également à Rémi et à Louis qui sont aujourd'hui à la technique. Amis auditeurs auditrices, notre prochain rendez-vous littéraire en direct et en public depuis l'espace parenthèse de la BU Droit Lettres, ce sera ce lundi 8 avril à 12h30 avec Éric Reinhardt pour échanger autour de son dernier roman Sarah, Suzanne et l'écrivain paru aux éditions Gallimard. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi, de regarder les étoiles le plus longtemps possible et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.